sommes encore dans l'Hexagone et comme la dernière fois, c'est une célébrité haïtienne de l'audiovisuel qui va tout nous dire cette semaine. De la ville du Limbé, en passant par Port-au-Prince, jusqu'à son exil le 28 décembre 2001, la personnalité qui nous reçoit, puisque nous sommes chez lui, et qui va tout nous dire du coup, a eu un parcours impeccable dans le journalisme. Il est depuis 2007 présentateur sur la chaîne française d'information internationale en continu, France 24. Madame, monsieur, c'est Philomé Robert qui, dans le confort de son salon à Meudon-la-Forêt, va tout nous dire. Bonjour, bonsoir, merci de recevoir chez vous une personnalité dit tout sur la radio-télévision Caraïbe depuis Meudon-la-Forêt en région parisienne. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous sur la radio-télévision Caraïbe. Nous sommes encore dans l'Hexagone, comme nous l'avons souligné à l'introduction. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans le 92 du 18e arrondissement à la Fébis. Et nous nous trouvons dans le petit salon de l'invité qui va tout nous dire. Bonjour Philomé Robert, comment ça va? Gaspard, ça va très bien et vous? Nous allons très bien. Nous avons un peu la nostalgie de nos 30 degrés à Port-au-Prince. Ici, aujourd'hui, il fait mieux qu'avant-hier, il fait 15 degrés. Alors, nous allons commencer par le commencement. Et le commencement suppose la chanson Brise-Glace. Philomé Robert nous chante quoi? Déjà, Philomé Robert ne sait pas chanter. C'est pas grave. C'est pas notre métier. Et j'ai beau chercher, et il y a un truc qui me vient là à l'esprit tout de suite, comme ça. Et ça serait de chanter un couplet de l'hymne national. C'est facile, mais ça peut être diablement efficace, puisqu'il est de tradition d'expliquer pourquoi. Si vous me posez la question, je dirai pourquoi je chante Oreilles sensibles et s'abstenir. Ok. Et donc pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Voilà, j'ai chanté. Le dernier qu'il a chanté, c'était Serge Gilles. Ah. Il avait choisi l'hymne national pour commencer. Et l'hymne national, pourquoi? L'hymne national parce que c'est un pays qui m'est très très cher, que j'ai toujours au cœur. Et dans ce couplet que j'ai essayé de chanter, il y a une phrase, un vers pour moi qui est essentiel. C'est quand l'auteur de ces paroles dit « Du sol, soyons seuls maîtres ». Je ne suis pas plus nationaliste ou plus patriote qu'un autre, mais j'ai toujours mal au cœur à chaque fois que je suis à Port-au-Prince ou ailleurs dans le reste du pays et que je vois des militaires étrangers armés, en uniforme, assurer l'ordre, faire la police. Et cette année, la chose prend une tonalité pour moi assez particulière puisque nous sommes censés célébrer, commémorer le premier centenaire de la première occupation américaine d'Haïti. Et il ne me semble pas que le pays veuille se souvenir plus que cela de ces événements. Et quoi et moi, la ministre ne va pas partir en 2015. Au contraire, on a demandé de renforcer sa présence à l'arrivée des élections. Je pense, et je milite même quelque part pour que le pays soit débarrassé de la présence militaire étrangère. Et comment se concrétise cette militance contre cette présence étrangère? Déjà dire que c'est important que le pays soit débarrassé, dans le meilleur sens du terme, les choses peuvent se faire à l'amiable, de la présence militaire étrangère, dire que ce pays doit retrouver sa souveraineté. Et même si les militaires étrangers sont là dans le cadre d'accords internationaux conclus entre notre pays et les Nations Unies, je ne vois pas de signe de souveraineté nationale avec la présence physique sur notre sol de militaires étrangers. Voilà. Quelle que puisse être leur qualité, voilà. C'est pour ça que j'ai pensé chanter cette chanson. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour toi. Cette présence militaire nous est si utile
je le dis, je mets 1000 guillemets quand je dis ça, que je crois qu'au niveau des autorités, ils ont encore sollicité la présence renforcée de la MINUSTAH à l'approche des élections. Et la MINUSTAH avait servi en 2006 et aux dernières élections en 2010 aussi, avait utilisé ses moyens de logistique pour transporter les matériels électoraux dans les coins les plus reculés. Et la police n'a justement pas les moyens de faire cette logistique. Et il y a eu une grande réunion au sommet à Port-au-Prince pour voir comment on va peut-être s'en passer, parce que la MINUSTAH se propose d'assurer la logistique que dans quelques départements. En vérité, pour dire les choses telles qu'elles sont et sans esprit malsain de polémique, la MINUSTAH et avant elle, toutes les autres missions onusiennes en Haïti, qui se souviennent de la MITNU, de la MIPONU, de la MINUA, ces affaires remontent à au moins 1994. Et on se souvient aussi de la MICIVI, la mission civile de la ONU en Haïti. Toutes ces missions participent, je pense, d'une gigantesque escroquerie dont Haïti est la seule victime. C'est dur à dire, mais c'est exactement ça. Évidemment, les pro-onusiens trouveront toujours des justifications à la présence de l'ONU dans ce pays. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait aujourd'hui, ne serait-ce que parce que nous célébrons, nous commémorons le centenaire de la première occupation américaine, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait établir un inventaire sérieux, honnête, de la présence internationale, étrangère, onusienne dans ce pays. Et là, pour le coup, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sérieux. Je pense qu'on devrait pouvoir faire cet inventaire-là. Alors, j'ai deux questions. Ne devrait-on pas célébrer de préférence le départ, la désoccupation américaine au lieu de l'occupation pour les deux qui avait commencé en 1915? Les deux. Et il n'y a aucune contradiction à cela, puisque on ne peut pas passer sous silence les premiers moments où les bottes des GI ont foulé le sol, en vérité. Et il faut se souvenir de ces gens qui se sont sacrifiés, les premiers à avoir été fusillés. On pense aux soldats Sully, on pense à ceux qui prendront les armes par la suite, Charles Maille-Peral, trahi par sa père, Conzé. Et bien entendu qu'il faille à la fois commémorer, célébrer dans la sobriété qu'il faut, et l'arrivée et le départ. Évidemment, certains diront qu'ils ne sont jamais partis. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Alors, vous avez dit tantôt que cette présence étrangère participe d'une énorme escroquerie. Comment vous expliquez cette escroquerie? Parce que, bon, ils sont venus sous le label d'une certaine assistance, d'une certaine aide, où nous étions dans des situations assez difficiles et conflictuelles. Ils sont venus nous aider. Et là, vous parlez d'escroquerie. Ben, prenons les mots et faisons-leur dire ce qu'ils sont censés dire. MINUSTAH, Mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Et avant la MINUSTAH, il y avait toutes les autres. Ce sont toutes ces missions qui sont succédées, ce sont des succédanées l'une de l'autre, en vérité. Avec toujours au bout cet objectif qui est censé être la stabilisation d'Haïti. Avons-nous un pays stable? Jusqu'à présent. Est-ce que nous avons un pays stable? Quand je vois que, par exemple, d'anciens militaires sortir de leur caserne fantôme, réclamer leur solde, c'est pas récemment, ça a commencé depuis un bon moment. Non, ça a commencé récemment. C'est un phénomène ça procède par vagues. Un coup on les entend, un coup on les entend pas, et puis après ils reviennent. Et quand on voit, par exemple, cette convulsion, en fait, ce pays est assis sur du méthane, on ne s'en rend même pas compte. Haïti est assis sur du méthane. Nous vivons un certain nombre de situations qui peuvent dégénérer à tout moment.
là, c'est la période électorale. Les uns et les autres sortent du bois. Les candidats se comptent par centaines de milliers. Certains diront que c'est une bonne chose. D'autres verront un échec, en vérité, du processus démocratique en Haïti. Et mais ça, on pourra y revenir, si vous voulez, tout au long de cet entretien. Mais c'est un pays qui est toujours en voie de stabilisation. C'est un pays qui est pour citer Pierre-Raymond Dumas, qui est toujours dans cette transition qui n'en finit pas, qui a commencé à partir de la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986. Et donc, la MINUSTAH peut toujours mettre en avant son bilan. Je serais heureux qu'elle le fasse. On verra ce qu'il y a dedans. Mais l'objectif de la stabilisation stricto sensu, de mon point de vue, évidemment ça n'engage que moi. Ils sont passés à côté. Non, absolument pas. Je ne le pense pas. Ok. Là, on ne devrait pas commencer par là. On devrait commencer par Philomé Robert, Olembé. Mais on est passé tout de suite à Haïti et vous avez donné le temps pour débuter cet entretien. Et Haïti vous habite terriblement. Profondément, bien entendu. C'est ma terre, c'est mon île, c'est mon île maladie, c'est mon île plaie, c'est mon île joie, c'est mon île contentement, c'est mon Même pays. si vous avez pris racine dans l'Hexagone? Je n'ai pas pris racine dans l'Hexagone. C'est un autre pays qui m'a accueilli. Et à un moment où ma vie s'est retrouvée en danger en Haïti, la France m'a accueilli et je lui en suis assez reconnaissant. Je travaille pour le compte de l'État français quelque part, à France 24, qui est une chaîne du groupe France Média Monde, dont les tutelles sont le ministère des Affaires étrangères et un peu la culture. Et je me considère à cheval entre deux pays, la France et Haïti, mais évidemment mon pays âme, c'est Haïti. Et ma ville âme, c'est Port-au-Prince. Ok, alors on va commencer par votre ville âme où vous avez pris naissance. Je suppose que ça doit être Limbé. Oui, c'est le Limbé, oui. L'enfance d'un petit garçon dans les années 70 au Limbé, c'était comment? Bon, une enfance normale. Et une enfance normale, assez heureuse, assez joyeuse, dans une petite ville de province. En plus, nous, au Limbé, on a un peu la grosse tête parce qu'on considère qu'après le Cap-Haïtien, la deuxième ville dans le Nord, la deuxième ville du département du Nord, c'est le Limbé. C'est vrai, en fait. Et c'est, bon, enfin, on le dit un peu par orgueil, par fierté christophienne. Vous connaissez les gens du Nord. Donc, et vous l'avez encore, cet orgueil, cette fierté? Si, toujours. Et bon, pas pour monter les gens les uns contre les autres, mais pour rappeler d'où nous sommes, pour rappeler ce que les gens du Nord et avec ceux du Sud, si, on fait pour ce pays, on va le dire comme ça. Et une enfance normale, joyeuse, heureuse, à courir à droite et à gauche, partager son temps entre l'école, les frères d'instruction chrétienne, la première communion, le fait de courir dans la savane, essayer de cueillir des mangues avec des pierres. Rara non, parce que ma grande sœur qui m'a élevé avec ma mère était protestante, elle l'est toujours d'ailleurs. Et elle n'aurait jamais accepté que j'aille courir après une bande de raras. Mais je ne cacherai pas que j'ai toujours adoré entendre le son du tambour et autres gages. Si je puis m'exprimer ainsi. Non, c'était une belle enfance et une belle adolescence. Et vous êtes arrivé à Port-au-Prince pour continuer les études? Je suis arrivé à Port-au-Prince en 1990. Enfin, voilà. Entre la 4e et la 3e, pour poursuivre mes études au collège Quatre-Pressoirs. Vous avez pratiquement eu presque le même parcours que Clarence Renoir. Il a laissé justement la grandance et il a été au collège Quatre-Pressoirs. On a eu le même maître, Monsieur Étienne, auquel je dis bonjour et que je félicite d'ailleurs pour avoir été parmi les meilleurs professeurs du monde pour le Global Teacher Prize. Juste. Bravo, Monsieur Étienne. Parfait. Alors, du collège Quatre-Pressoirs, vous avez été à la faculté de linguistique appliquée avec M. Vernet.
de regretter mémoire. Oui. Et c'était... alors, à cette époque-là, dans les années 90, la faculté de linguistique, l'ethnologie, on dit, hein, je répète après ceux-là qui ont fréquenté l'Université d'État d'Haïti, on dit que c'est quand on ne pouvait pas rentrer à la faculté de droit, quand on ne pouvait pas rentrer à la faculté de médecine, quand on ne pouvait pas aller à l'agronomie ou à la faculté des sciences, on se résignait à prendre la faculté de linguistique ou l'ethnologie. C'était le cas pour vous? Bon, alors... Ou c'était un choix, une vocation? Petite précision, et il est vrai que la faculté de linguistique appliquée, anciennement le centre de linguistique appliquée, était considéré par beaucoup comme le parent pauvre de l'université, avec l'ethnologie. La faculté d'ethnologie, mais surtout l'IRA, je crois. L'IRA aussi, oui, l'IRA aussi. Recherche africaine ou quelque chose du genre. Et les budgets de l'université sont là pour en témoigner. Et effectivement, le plus gros du gâteau partait ce qu'on considérait comme étant les grosses facs, la médecine, l'agronomie, le droit, les sciences, etc. Bon, la faculté de linguistique appliquée était même surnommée l'école de Pierre Vernet, pour dire les choses un peu... Parce qu'il était le perpétuel doyen. Non, c'est une école qu'il a fondée, de briques et de broc. Hein. Il y a mis son âme, il y a mis son cœur. Et il y est décédé. Et il y a perdu la vie le 12 janvier 2010, paix à son âme. Et c'est une institution qu'il a créée, qui était utile et qui l'est encore plus que jamais aujourd'hui dans le contexte politico-linguistique que nous connaissons en Haïti. On pourra encore y revenir éventuellement si vous le souhaitez. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que moi, j'ai entamé un double cursus, en fait, en quittant le collège Quatre-Soirs, en passant mon bac en 95, la faculté de linguistique appliquée d'un côté et la faculté de droit et des sciences économiques de l'autre. Donc, j'ai fait un double cursus de linguiste et de juriste. Donc, voilà. Ok. Alors, non, vous ne m'avez pas répondu clairement. Ah non, c'était par choix. Pour résumer, je n'ai pas été à la faculté de linguistique appliquée parce que j'avais été refusé aux sciences humaines ou je ne sais pas où. Non. C'était par choix. C'était par choix. Ok. Alors, vous étiez encore à la faculté de linguistique appliquée en dernière année ou vous avez terminé avant de passer à la radio? La radio, je l'ai commencé quand j'étais en deuxième année de la faculté de linguistique appliquée, et Pierre Thibault Junior, qui est un ami, avec Jacques Maurice, avait lancé un cours de présentation radio-télé à ce qui était à l'époque l'ICORP, l'Institut de communication et des relations publiques, situé à l'époque, à la rue Capois, voilà, tout près de la radio Caraïbe, soit dit en passant. Et ils avaient lancé ce cours à l'été, on va dire, 96. Un cours de 3 mois pour ceux qui souhaitaient s'initier à la radio, à la télévision, etc. Donc, à la demande d'une amie qui m'a d'ailleurs payé ce cours. Et j'ai été, et puis l'aventure à la radio a commencé tout de suite après. Donc, Vision 2000. Et vous avez commencé avec Pluriculture. Alors, pour ceux-là qui vous ont connu à la radio, à l'émission phare de Vision 2000, l'émission Infovision tous les matins, et puis ensuite l'invité du jour. C'est à travers cette émission que vous avez fait votre nom, mais vous avez commencé plutôt à l'émission que les amants de la culture ne rataient jamais. Je ne vais pas dire de nom, suivez mon regard. Pluriculture tous les samedis entre 8h et 10h. Ensuite, vous avez animé, je ne sais pas comment l'animation est venue, parce que quand on avait commencé avec cette émission, il n'y avait pas d'animateur. On venait lire son texte ou celui de son auteur préféré et on devenait automatiquement membre du club littéraire de Vision 2000 qu'on diffusait tous les dimanches soirs. En fait, les choses ont évolué assez favorablement et avec d'ailleurs le concours, voire la poigne de Pierre Thibault Junior et de Réginald Lubin, qui était directeur de programmation. Des programmes. Ils se sont battus pour que sur l'antenne de Vision 2000, il y ait autre chose que
bien entendu Infovision, bien entendu Gazette Créole, bien entendu Rafraîchis-moi, bien entendu aussi et surtout Vision 2000 à l'écoute. À l'écoute, justement. La radio était estampillée politique, on va dire, à 99%. Et ces hommes de radio ont estimé qu'il fallait... Il y avait une autre émission qui a connu un grand succès aussi. C'était After Hours avec... Oui, mais ça c'était... sur un autre avec mode, sur un autre ton, Ed Lozama, et puis un autre ensuite public, et bien puis entendu, ensuite parce Mario. que ça commençait à partir de 9h du soir. C'était une émission pour jeunes, pour amants transis. Bon, amants de la musique américaine, parce qu'on diffusait exclusivement... R&B, et c'était une émission qui se faisait en anglais, si ma mémoire est bonne. Bon, on pouvait parler créole et français aussi, mais les musiques diffusées étaient essentiellement américaines. Oui. Bon, c'était peut-être aussi l'époque. Alors, vous avez commencé dans la culture. Comment vous êtes vu atterri dans Infovision, dans les nouvelles, justement? À la salle des nouvelles, comme on dit encore chez nous, comme au Québec. Et je suis passé de la culture à la salle des nouvelles, à la rédaction, par un concours de circonstances. Et j'avais été envoyé spécial de Vision 2000 au Cap-Haïtien pour couvrir le Festival culturel du Nord, à l'époque. Et j'ai eu une intervention dans le journal du matin qu'animait à l'époque Donald Jean. Et donc j'étais l'invité du jour de Donald Jean pour un compte-rendu de ce Festival culturel du Nord. J'espère qu'il a lieu encore, je ne sais pas. Et Donald a trouvé que c'était très bien et que ce que j'avais fait était assez potable et qu'il n'y avait aucune raison que je ne sois pas à la rédaction. Il en a parlé à Dali Vallet, qui écoutait aussi apparemment, et les deux ont trouvé que j'avais des possibilités d'intégrer cette rédaction, qui à l'époque était... truffé de stars. Oui, beaucoup de stars. Et puis c'était une radio dans la radio. C'était un monde, c'était une citadelle presque imprenable. Oui. Il y avait la salle des nouvelles d'un côté. Et le reste de la radio. Et le reste. Oui. C'était ça. Donc des gens comme Dali, évidemment, Charlemagne Louis Charles, Géné Mécène, d'autres vedettes comme Annecy Louis ou Saint-Albert Louinet, Yves Clouzet-Alexis. C'était un monde à part, hein, la rédaction. Donc j'y suis entré à la demande de Donald et de Dali Vallet. Et j'ai commencé, comme je le raconte dans mon livre Exil au crépuscule, j'ai commencé à la rédaction par les chiens écrasés, c'est-à-dire par les sujets qui passaient à la fin des journaux. Ouais. J'ai failli oublier Léonthès d'Orzilmé qui vient de décéder, paix à son âme. Et donc j'ai commencé par les chiens écrasés, donc des trucs qui passaient en fin de journal, et puis des choses qui passaient en milieu de journal, et des choses qui passaient en début de journal, jusqu'à faire le journal moi-même. Mais ça a pris un certain nombre de temps. Vous avez gravi tous les échelons pour Radiovision 2000. Bon, maintenant, arrivons à cette fameuse rubrique très prisée, et jusqu'à présent que votre ami Valérie Numa garde très bien, parce qu'il garde encore le public. Vous êtes arrivé à présenter après Donald Jean, l'invité du jour, et c'est là que peut-être que tout a commencé à dérailler. Parce que vous avez écopé de l'étiquette de journaliste de l'opposition, et les persécutions ont commencé suite à ce faux coup d'État, entre guillemets. Je dois dire faux ou bien... Ou je dois mettre les guillemets. Ben aujourd'hui, je pense que les principaux acteurs de cet événement pourront toujours, devant vos caméras, expliquer ce qui s'était passé. Mais on en a une idée assez claire et assez précise. Malheureusement, ça a coûté des vies, ça a coûté quelque part des carrières. Et le pays n'en a pas vraiment réchappé, je crois. Je ne suis pas catastrophiste, mais quand même. Et
journaliste de l'opposition, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'espace invité du jour, que j'animais avec le soutien de Marie-Lucie Bonhomme et de Fares Duvernay et du reste de l'équipe, évidemment, parce que parfois, on était là à courir à droite et à gauche après un invité. Il arrivait que le matin même d'Infovision, on n'avait pas d'invité, puisque l'autre nous avait planté littéralement et ne répondait plus au téléphone, ainsi de suite. Bon. Et cet espace, tout le monde est passé. Ouais. Que ce soit les leaders de l'opposition, Hubert de Onseret qui est mort, Serge Gilles, Victor Benoît, ce qui était à l'époque la convergence démocratique. Justement. Et je pense à Paul Denis à l'époque, je pense à Micha Gaillard, tout le monde y est passé. Je pense aussi à Lavalas, pour dire les choses clairement. Jonas Petit, qu'on n'entend plus, qui à l'époque était une sommité de famille Lavalas. Yvon Neptune, sénateur puis président de l'Assemblée nationale. Prince Et même de ceux-là qui vous raccrochaient au nez aussi. Et aussi... Vous avez eu deux exemples. Il y a une ancienne ministre qui m'a... Lila Desquiron. Oui, Lila Desquiron. J'étais à l'écoute à l'époque. Cette émission, je l'ai écoutée. Il y a eu aussi Gérard Pierre-Charles qui m'a raccroché au nez. Aussi. Également, un jour où je m'étais mis en tête de le mettre face à Luciano Fararon, qui était directeur des opérations électorales, qui avait organisé les élections truquées du 21 mai 2000. Et... tout le monde est passé, tous les leaders politiques, moins Jean-Bertrand Aristide, ils sont passés dans cette émission. Et le président Aristide, j'étais au Palais National avec Guy Delva le jour où on commémorait le premier anniversaire de la mort de Jean-Dominique. Je lui ai demandé qu'il intervienne à l'émission pour qu'il s'explique, pour qu'il dise au pays... et qu'il réponde aux questions que je pouvais lui poser. Je lui ai dit que je pouvais même me déplacer, venir faire l'émission en différé, alors qu'en général... On le fait en direct. En direct. Et il m'a un peu roulé dans la farine, me renvoyant vers Jean-Claude Desgranges, qui à l'époque était son chef de cabinet, me disant « vois ça avec Jean-Claude ». Bref, il n'a jamais voulu participer à la rubrique invité du jour. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que je n'étais pas un journaliste d'opposition, je n'ai jamais été, je ne serai jamais. Je suis un homme libre. Et je suis un tenant de la presse libre et indépendante. Ce qui n'empêche pas que j'aime mes idées, mais au moment où nous parlons, franchement, mes idées à moi n'ont aucune espèce d'importance. Je faisais un travail dont je ne pense pas avoir à rougir. Je n'ai jamais été malhonnête dans mes questions en tant qu'intervieweur. J'étais intervieweur, je n'étais pas débatteur. Je n'étais pas là pour porter la contradiction à ceux qui voulaient bien répondre à mes questions. D'ailleurs, une règle simple, tu poses la question une fois, tu poses la question deux fois, tu poses la question trois fois, au bout de la quatrième fois, la personne ne répond pas, on passe à autre chose. Voilà. Et le public prend acte de la non-réponse de l'invité. Et donc, ce travail-là, franchement, je n'en ai pas honte. Malheureusement, ça a failli me coûter la vie. Mais c'est quelque chose qui est derrière moi. Oui, et qu'est-ce qui est arrivé exactement? C'était ce fameux 17 décembre, exactement. Ce fameux 17 décembre 2001, annonce de coup d'État. On ne va pas refaire l'histoire. En plus, je l'ai écrite. Une façon de m'en débarrasser. Justement. Je l'ai écrite. Vous avez conjuré ce mal. Dans ce livre que je suis d'ailleurs en train de rééditer à Port-au-Prince. Parce que jusqu'à présent, le public alors, haïtien, je souligne en passant que Philomé Robert sera à Livre en Folie cette année pour signer Exil au crépuscule, qui est paru chez les éditions Apoxis et puis RFI aussi. C'est une coédition Apoxis à RFI, mais là, pour le coup, je suis en train de travailler sur une édition haïtienne avec une maison d'édition haïtienne. Oui, et ça ne va pas coûter 19 € à Port-au-Prince. Non, absolument pas. Donc, ce 17 décembre, annonce de coup d'État, on essaye de vérifier. Personnellement, je n'y ai jamais cru à cette histoire.
je parle sous le contrôle de ceux qui ont vécu l'action en direct. Ce que je sais en revanche, c'est que les uns et les autres que j'ai eus à l'antenne ce 17 décembre avaient pas mal de difficultés à nous expliquer clairement ce qui se passait. Il y en a qui mentaient effrontément. Et, qui exactement mentait? Ah non, il faut revenir en arrière. Pour le coup, je ne veux pas me faire des ennemis supplémentaires. Nous sommes... Certains sont revenus maintenant, hein? Certains sont au devant de la scène. Non, c'était un peu difficile. C'était un peu difficile. Et je pense qu'à partir du moment où on a commencé à questionner la réalité de ce qui nous était présenté comme étant des faits avérés, un pays envahi par des soldats parlant espagnol et tatati et tatata, à partir du moment où on a commencé à interroger la réalité de ces faits-là, on a commencé à se faire un peu plus d'ennemis que d'habitude. Parce qu'avant ces événements du 17 décembre, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, Vision 2000 avait été la cible de moult attaques. Dali Vallet, Léontes avait dû même se mettre à couvert à un certain moment, surtout après la mort de Jean-Dominique. Des gens étaient venus incendier la radio, il y a eu des impacts de balles sur la radio, et ainsi de suite. Donc à Vision 2000, on vivait, on va dire, avec ces menaces constantes, permanente. Donc l'événement du 17 décembre, c'était un événement qui s'inscrivait dans une sorte de continuum d'attaque d'un certain secteur politique, la Valace pour ne pas le nommer, contre cette radio, estampillée à tort comme étant une radio d'opposition. Parce que il m'a semblé, il me semble encore, et je le dis sans prêcher pour ma paroisse, nous faisions un travail d'équilibre. Et si aujourd'hui, cette émission Infovision et la rubrique invité du jour gardent un public, c'est parce que quelque part le travail qui était fait était crédible. C'est parce que nous avons pu générer autour de nous des gens qui croyaient en la liberté de l'information, en l'équilibre, en une juste restitution des faits et rien que les faits. Nous sommes journalistes, nous ne sommes pas autre chose. Qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. C'est ça ma Bible, c'est ça ma religion, j'ai pas autre chose. Alors, le 17 décembre, tout a basculé. C'était une journée qui devrait être une journée ordinaire. On sort avec sa sacoche, on va travailler, on devrait retrouver femmes et enfants, ou bien femmes et futurs enfants. Femmes et enfants in utero, parce que ma femme est enceinte. Justement, et vous vous êtes retrouvés à l'ambassade de France. À l'ambassade de France, et de l'ambassade de France, l'exil. Oui, un billet aller simple, Paris-Orly. Port-au-Prince-Orly. Un aller simple. Alors, comment vous avez vécu cet exil forcé, cette improvisation de changement de vie, de changement de, je ne dirais pas de carrière, mais d'habitude, de lieu de travail? C'était pas planifié du tout. Ça a dû être... C'était affreux, en vérité, parce que... partir travailler un matin et se retrouver coincé dans une ambassade étrangère avec l'exil au bout, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Et il est vrai que chez nous, en raison des conditions économiques qui sont extrêmement difficiles, beaucoup de nos compatriotes ne pensent qu'à partir. Beaucoup d'ailleurs perdent la vie en territoire voisin, dominicaine. Beaucoup prennent la mer sur de frêles esquifs et finissent dans le ventre des requins ou réprimés, refoulés sans ménagement. Il est vrai que beaucoup pensent à partir. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Et je faisais partie de ceux qui n'avaient jamais voulu rester à l'étranger. Des gens ont dit qu'on est parti parce que nous étions en mal de visa. Nous étions en mal de résidence et que nous avons profité d'une situation pour fuir et aller nous établir à l'étranger. J'ai aussi entendu ça. Je laisse à ces gens-là le soin d'étayer leurs propos, de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire objectivement que voilà qu'on dit du mal de gens qu'on ne connaît pas, qu'on
ne connaît que de nom, en vérité. Peut-être qu'il faut s'intéresser à la réalité des faits. La vérité, c'est que je faisais partie de ce groupe de journalistes qui voyageaient partout dans le monde, avec Vision 2000, sans Vision 2000, et nous n'avions aucun besoin de rester à l'étranger pour quelque raison que ce soit. Bah oui. Et soulignons qu'à l'époque, vous étiez les dieux de la radio. Non mais c'est vrai. Peut-être pas les dieux, mais en tout cas, c'est... Non mais les dieux de la radio en Haïti. Vision 2000 à l'écoute, Infovision, l'invité du jour. C'était des émissions qui dévançaient même les radios qui avaient pignon sur rue, qui étaient les plus... enfin, même parmi les radios, vous dévanciez même les radios les plus écoutées à l'époque. C'est peut-être plus la réalité, mais... C'était une très très belle époque. Ouais. Et pour la radio, tout au moins pour l'information, parce que il se trouve que malheureusement, je ne sais pas faire autre chose dans le milieu de la radio que l'information. Et donc, c'était affreux de se retrouver à l'étranger, comme ça, du jour au lendemain, sans planification, sans argent, sans amis, sans rien. Avec une femme enceinte. Et avec une femme enceinte. De 6 mois. Et une nécessité de s'établir. Mais je dois dire que nous n'avons pas passé ce cap tout seul. Je ne l'ai pas passé tout seul. J'ai eu le soutien d'associations, de structures, comme Reporters sans frontières, par exemple. Maison des journalistes. La maison des journalistes n'existait pas encore. Elle allait être créée 1 an après notre arrivée. Et j'ai bénéficié avec les autres camarades qui sont arrivés avec moi, Artus Weber, Abel Descollines, qui est devenu entre-temps député, de soutien d'une association par exemple comme le GAS, le groupe Accueil Solidarité, et pas mal de France Terre d'Asile, ainsi de suite. Donc, des soutiens institutionnels, structurels, des soutiens individuels, et je ne pourrais pas remercier tout le monde, mais ils savent, chacune et chacun, que j'ai une pensée spéciale pour eux en ce moment-là, en ce moment précis. On a bénéficié d'un soutien d'aide matérielle, psychologique, physique, qui nous a permis de passer ce cap et de rebondir. Vous êtes assez chanceux. Vous n'êtes pas passé par le fameux job qu'on connaît aux États-Unis pour les nouveaux arrivants, le dishwasher. Oh, ça aurait été une période de transition. Oui, je suis un très bon laveur d'assiettes. Non mais vous êtes tombé directement dans le journalisme. Vous ne saviez faire que ça. Vous avez pu continuer à faire ça ici en France. Oui, donc, oui. Vous êtes arrivé à RFI d'abord. Comment c'est arrivé? Par hasard. Et, le hasard, vous savez bien. Hein? Ben, je ne jure que par le hasard. Donc, je vais voir avec Abel Descollines et Artus Weber, qui étaient passés par RFI pour un stage. Un jour, ils décident d'aller rendre visite à leur... On était là en train de glander, à rien faire, qu'avions-nous à faire de toute façon. Et ils se sont dit, ils vont voir ceux qui les avaient accueillis quand ils étaient en stage à Paris. Je leur ai demandé si je pouvais les accompagner. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Et nous sommes allés voir Guy Riboro et Bernard Chenot qui avaient animé le stage, qui les avaient accueillis. À un moment, je lève le petit doigt, un peu comme un élève, pour dire je pourrais faire un stage moi aussi. Branle-bas de combat, question existentielle, parce que je n'entre pas dans le cadre. Généralement, ceux qui font le stage, c'est ceux qui entrent dans le cadre d'accords de coopération entre la France et le pays d'origine du candidat. Il faut passer par l'ambassade, etc. Et il faut le processus de visa, il faut les assurances. Et or moi, je suis déjà là. Donc je n'entre absolument pas dans le cadre, dans les cases. Et puis, 2-3 contacts sont établis qui sont négatifs, finalement. Et Bernard Chenot, auquel je dis 1000 fois merci, dit on ne va pas s'embarrasser de toutes ces procédures, tu fais le stage. Et c'est ainsi que je suis entré à RFI en faisant un stage d'observation au service international, où là j'ai commencé à côtoyer les stars, pour le coup, de la radio mondiale. Un stage d'observation d'1 semaine, donc
t'es là, tu regardes, tu ne touches à rien. Tu vas nulle part. Et je dois dire que mon stage a commencé un lundi et le mercredi, autre concours de circonstances, Haïti était encore en ébullition comme à chaque fois. Et on me demande de trouver quelqu'un d'Haïti. Et ça a été Serge Gilles, la première personne que j'ai interviewée pour RFI, sur RFI, ça a été Serge Gilles, qui a bien voulu se prêter au jeu. Il l'a relaté dans l'émission où je l'ai reçu aussi. Voilà, et donc, je fais une interview avec lui. Je cours apporter mon interview à la chef de desk, qui me dit, bah, tu peux pas l'enrober? Enrober quoi? C'est quoi enrober? C'est un vocabulaire que je ne connaissais pas. Ok. Et il me dit, non, tu en fais un petit sujet et tout ça. Ok, parfait. C'est le mot que vous ne connaissiez pas. Oui, je faisais le sujet, je connaissais les reportages. Et encore, hein, parce que chez nous, on fait des reportages d'une longueur absolument interminable. Parce que l'enrobage et le son, ça ne devait pas dépasser 1 minute 30 peut-être. Oui, mais nous sommes aussi, il faut le rappeler, une société orale. Nous avons besoin de parler. Et donc, nous avons du temps aussi. Et aussi, nous avons du temps. Avec des journaux qui peuvent aller jusqu'à 1h30, mais bon. Ici, en Haïti, vous avez... Non, vous passez à côté. On a des journaux qui vont jusqu'à 3h. Bon, là, c'est plus des journaux, c'est de vrais magazines. Ah ben désolé, c'est des journaux. Et donc, elle me demande de faire l'enrobé. Je le fais avec des moyens que j'ai hautement jugé extrêmement rudimentaires. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ça, RFI n'était pas encore passé au numérique. Ils utilisaient des appareils Nagra analogiques. Il fallait couper les sons, les coller sur des bandes avec des ciseaux, les scotcher, écouter façon Didier, c'est ce que je raconte dans le livre. Je trouve ça extrêmement choquant. C'est quoi cette RFI que j'écoutais d'Haïti? Et Haïti, nous avons déjà passé le cap. Chez nous, à Vision 2000, nous étions en mode numérique absolument en fanfare depuis des années. Audio vol. Non, vous avez commencé avec le numérique aussi. Exactement. Donc, j'étais un peu choqué, un peu scandalisé de voir le degré zéro de la technologie à RFI. Et puis, j'ai fait le petit enrobé et mon stage d'observation s'est transformé en contrat. Voilà. Donc, voilà comment je suis entré à durée indéterminée, non? Un contrat à durée déterminée. Parce que en France, le contrat à durée indéterminée, c'est une sorte de sésame qui est censé mener vers beaucoup de choses, et l'appartement, et le prêt à la banque, etc. Je ne vais pas vous raconter la vie française, là, c'est pas le but. Mais, donc j'ai eu des contrats à durée déterminée. Je suis passé du service international au service au reportage, qui était l'un des services phares de cette radio, et sous la direction d'Albéric de Gouville. Et là, pour le coup, j'ai pu voyager pour le compte de RFI en tant que reporter, à faire des... Voilà, donc j'ai fait mon métier. Alors, le hasard, comme vous l'avez souligné, vous s'y est très bien. Et c'est aussi le hasard qui vous a conduit à France 24 dès son ouverture. Absolument, oui. Qui, on l'a lancé le 6 décembre 2000... La chaîne 26 décembre ou 6 décembre? Le 6 décembre. Le 6 décembre et 2006. Et vous avez débuté avec... Oui, moi j'ai commencé... bien avant. Bien avant. Je suis entré à France 24 en juillet 2006, avant même l'antenne, parce qu'on a fait l'antenne à Blanc. Enfin, j'ai fait partie des toutes premières équipes de France 24. Et donc en tant que journaliste du desk, de ce qu'on appelle le desk, où je faisais les sujets, et puis petit à petit, les choses se sont mises en place. Il faut souligner aussi qu'à France 24, vous avez eu le CDI. Oui, enfin. Expliquez pour les téléspectateurs le fameux Sésame. J'ai été embauché un contrat à durée déterminée parce que la chaîne se montait, il fallait du personnel et fidélisé, on va dire. Et moi, je sortais de RFI avec une transition par Sciences Po, par l'école de journalisme de Sciences Po. Et où là, j'ai appris les rudiments de la télévision, parce qu'avant, je connaissais que la radio. Et c'est le hasard aussi qui vous avait fait choisir la télé?
Ou... Alors, la télévision, je l'ai choisie à mon master parce que c'est le seul média que je ne connaissais pas. Des médias traditionnels. Après, ça évoluera furieusement. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont spécialisés que dans le web, que dans les réseaux sociaux, etc. Mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Je parle comme un vieux dinosaure, malheureusement. Du haut de mes 40 ans, bientôt. Et donc à l'époque, c'était pas comme ça. Et, il fallait choisir soit la radio, soit la télé ou la presse écrite. Moi, la presse écrite m'intéressait assez peu, même si j'ai eu un passage en tant que rédacteur en chef d'un magazine haïtiano-caribéen qui s'appelait Haïti Tribune, qui a disparu entre-temps. Dans un premier temps, c'était Haïti Caraïbe Express, ensuite Haïti Tribune. J'en ai été l'un des chroniqueurs, ensuite rédacteur en chef. Mais je n'ai pas une grande passion pour la presse écrite, même si j'adore écrire. Et peut-être que, je ne sais pas, quand j'envisagerai de quitter le journalisme, peut-être que je ferai un passage par la presse écrite. Je lance un petit appel à tout hasard. Non, et donc j'ai choisi la télévision parce que c'est un média que je ne connaissais pas. Et c'est ce média-là, c'est ce choix-là qui m'a offert un job à l'issue de mon école. Donc c'est tout bénef. Ouais, un job avec CDI, il faut le souligner. Contrat durée indéterminée, qui a quelques sécurités, mais ne nous emballons pas, comme on dit en France. Quel que soit le contrat, peut se défaire. Les bons juristes le savent. Ok, alors, j'invite les téléspectateurs à suivre avec la caméra de Guito Jean-Baptiste qui nous a accompagnés dans l'Hexagone. Une visite avec, nous étions des privilégiés, avec comme guide le présentateur des journaux en week-end à France 24, Philomé Aubert, qui est en train de tout nous dire. Donc on va un peu balader, on va un peu parcourir les couloirs de cette grande chaîne qui est l'équivalent français de CNN. Visite à France 24 avec la caméra de Guito Jean-Baptiste. Ah, aussi, nous avons un peu passé dans quelques studios de RFI parce que RFI et France 24 se partagent les mêmes locaux. À tout de suite. Crash Production. équipe-là, toujours en anglais et en français et en arabe de l'autre côté. Puis,
qui va prendre le lead. Mon travail consiste à mêler deux choses qui ne me regardent pas. Non, enfin, moi je suis présentateur, je vends, on va dire, le travail des autres. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je peux prendre le journal de 6 heures, voilà, qui construit les titres. On en fait 3 généralement pour des journaux de 15 minutes. Le synthèse de nos présentateurs. Et puis on a le conducteur qui se déroule. Aujourd'hui par exemple c'est le Népal, beaucoup. Et puis après on a combien de bons maintenant? 7000. Voilà. Et puis après on a un sujet sur les patrouilleurs qui ont secouru des migrants en Méditerranée, la crise au Burundi, l'actu en bref. Et puis on déroule ensuite sur Baltimore, on en vient à ce bébé royal, et puis finalement le match de boxe de tout à l'heure qui était le match. Ça c'est le journal aussi. Après, à 7h on a un autre conducteur, à 8h un autre conducteur, à 9h un autre conducteur aussi. Et moi mon travail consiste à être en relation constante avec l'édition. J'écris les lancements des sujets. Et pour écrire les lancements, encore faut-il déjà être au courant de l'actualité à 100%. Il faut regarder les vidéos, puisqu'on ne les lance pas n'importe comment, parce que en dessous, par exemple, de chaque intro de lancement, il y a soit les images ou le sujet. Et donc, en plus. Ça, c'est le premier sujet que je viens de lancer. Par exemple, Alexandre Renard, dont je parlais tout à l'heure, il a fait avant. On a discuté, et puis après, là, par exemple, c'est son sujet qu'elle a tourné au Népal, qu'elle a envoyé, qui s'appelle Broken Talk. Donc voilà en quoi consiste mon travail. Donc ça, c'est, je crois que c'est la régie arabe qui est en cours de réflexion. Ça, c'est des régies qui sont en train d'être faites. Celles qui sont opérationnelles sont en bas. Ça va, la belle? Ça va et toi? Bah, nickel. C'est bien passé ce matin? On a une régie désaffectée, c'est ça? C'est ça, nous sommes en transition. Et donc Voilà, l'autre régie, elle est où? mois. Elle est en bas, c'est ça? Il y en a une au-dessus Ouais. et une en dessous avec tous les studios. Absolument. Et puis après on va se retrouver là, les 3 régies, français, anglais, arabe. Comme au beau vieux temps. Comme avant. Voilà. Donc, Voilà, donc là c'est vrai que vous venez pas dans les meilleures conditions. oui. Là c'est Tout vraiment... au moins pour ces régies-là. parce que les Exactement. autres, Là on les est autres vraiment en sont transition parce qu'on va passer en HD. Ici, ça s'appelle le trafic. Non. Oui. Crash Production. Là, on va passer de l'autre côté de la passerelle pour aller visiter les régies des antennes anglaises, françaises. Et c'est ce qu'on appelle le plateau de news pour l'antenne en anglais. Il y a le prompteur, il y a les caméras réparties à droite et à gauche pour les différents plans. Et assez bien isolé, qui permet d'être tranquille. Il fut un temps où il n'y avait pas tout ça. Il fut un temps où le plateau était installé au beau milieu de la rédaction et tout s'entendait.
Là. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est la... Non, mais comment t'as fait? Là, ça, c'est... Voilà. On va passer le côté. Bon. Bonjour. Bonjour. Je viens voir. C'est ici. Non, aussi ici, alors. Salut, j'ai des compatriotes qui sont passés. Bonsoir. Bonjour. Assistant plateau. Bonjour. Voilà. Ok. Et moi, mon journal. Ça, c'est mon plateau. Donc, je fais mes journaux là. J'ai devant moi, évidemment, toutes les infos, toutes les dépêches. Et évidemment, le journal. Si je veux, par exemple, aller dans le journal de 6h ou de 10h ou n'importe, ben, je l'ai là, par exemple. Le journal que j'ai fait à 6h. Et celui que j'ai fait à 10h. Alors, celui de 10h, c'était lequel? On va aller voir ceux qui s'occupent de ça. Donc, mes premiers titres à 10h, c'était la célébration de la libération de Dachau. Le deuxième titre, c'était le Népal, l'aide humanitaire bloquée en partie à l'aéroport. Et le troisième titre, c'était la boxe avec le match Mayweather-Manny Pacquiao. Voilà. Donc là, le texte est là. Et moi, ce que j'ai à faire, surtout l'assistant plateau qui est dehors, avant que j'entre, soit il m'installe une chaise ou machin, etc. pour aussi la pédale du compteur. Ah, c'est ici que tu règles le compteur. C'est ici, voilà, donc je pédale avec ça. Et on va essayer par exemple de mettre le journal de 10h. Voilà. Et on essaye, on va lire sur 10h. C'est intéressant ce qu'on est en train de raconter ou... Non, c'est super. Ça passe bien. Voilà. Et donc là, j'ai le journal de 10h. Voilà. Donc, évidemment, la taille du compteur est adaptée aux capacités de lecture du présentateur ou de la présentatrice. Il porte des lunettes, il n'importe pas. Voilà. Donc moi je commence dans un an les célébrations patata. Tu veux que je fasse une démo? Une démo. Mais là il n'y a pas de générique. Hein. Là il faut y aller vite parce qu'il faut libérer le truc. Exactement. Monsieur. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info 5 à la une de l'actualité. Le président Joseph Michel Martelly. Dans l'actualité de ce dimanche, les célébrations en Allemagne des 70 ans de la libération du camp de concentration de Dachau. 43 000 personnes y ont péri. Fait exceptionnel, la chancelière Angela Merkel se joint aux commémorations. Une semaine après le séisme, l'aide humanitaire est en partie bloquée à l'aéroport de Katmandou pour des raisons douanières. Les déplacés continuent de fuir à la capitale. L'urgence demeure alors que se rapproche dangereusement la saison des pluies. Et puis, avantage, Floyd Mayweather, l'Américain vient de battre le Philippin Manny Pacquiao sur décision des juges au terme des 12 rounds. Événement sportif, financier gigantesque. On a même parlé de match du siècle. À l'arrivée, Pacquiao, peu de spectacle, décevant, estiment les spectateurs. Voilà pour les principaux titres. Bonjour et bienvenue. En ce 3 mai 2015, quelques 130 survivants et leurs proches vont se retrouver dans ce qui était l'ancien camp de concentration de Dachau, dans le sud de l'Allemagne. Il a été libéré il y a 70 ans. 43 000 personnes y ont péri. Très exceptionnellement, la chancelière Angela Merkel va se joindre à ces commémorations. Bonjour. Bonjour.
par là. Là, on voit que notre maison sœur. On est ensemble, c'est le même groupe. Parce que également, on a... Yalla. Alors, comme vous avez pu le constater à travers cette visite, c'est une télé avec grand T, avec de très grands moyens, des caméras dans les 100 000. C'est une grosse machine. France 24, c'est une grosse machine, effectivement, mais c'est d'abord et avant tout un projet politique. Il faut se souvenir du contexte dans lequel cette chaîne est née. Nous sommes en 2003, la guerre d'Irak, le projet de deuxième guerre d'Irak bat son plein. Dominique de Villepin va, pour le compte de la France, dire non à cette guerre et visiblement sa parole n'est pas relayée par les médias pro-guerre de l'époque, les chaînes, les networks anglo-saxons. Le président Chirac a estimé à juste titre qu'il fallait que la France dispose de sa propre chaîne d'information en continu pour pouvoir relayer la parole de la France. On va dire ça comme ça. Après, la chose est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus étendue. Donc, c'est d'abord et avant tout un projet politique. Et puisque c'est un projet politique pour un État, il fallait mettre des moyens d'État. Et effectivement, la chaîne a commencé avec un budget de quelques 87 millions. 90 millions d'euros par là. Et un peu plus de dollars. Moi, même, j'ai été administrateur de France 24, représentant les salariés pendant 4 ans. Et à gérer, dispatcher les budgets, etc. Comparé à d'autres grandes chaînes comme CNN ou la BBC et Euronews, notre budget est pas dérisoire, mais il nous manquerait encore beaucoup d'argent parce que la télévision coûte extrêmement cher. Et soulignons que votre budget avoisine ou bien dépasse les 100 millions d'euros. Pour France 24. France 24. France 24 fait partie d'un groupe qui s'appelle France Média Monde, dans lequel on retrouve RFI, Radio France Internationale, RFI, et Monte Carlo. C'est la filiale arabe, en langue arabe de RFI, MCD, Radio Monte Carlo Doualia. Et je n'ai pas en tête le budget global de France Média Monde, qui évidemment dépasse les 100 millions, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est effectivement une gigantesque machine, mais ça reste une chaîne d'information en continu qui essaye, autant que faire se peut, de couvrir l'actualité mondiale. Donc le breaking news, bien sûr, en ce moment c'est le Népal, peut-être plus tard ça sera autre chose. Et beaucoup de journaux et beaucoup de tranches d'infos en direct avec des correspondants partout. Et bien entendu, beaucoup de magazines, je pense à Élémentaire, je pense à La Culture, je pense au magazine de l'économie, etc. Le but, c'est d'expliquer, de raconter le monde à la française. Avec une perspective française. Et c'était le but. Après, il arrive que la chose échappe à ses créateurs, puisque France 24 a beau être une chaîne française d'information internationale, on y compte pas moins de 35 nationalités. Moi, je travaille par exemple avec des Écossais, des Gallois, des Britanniques, des Américains, des Australiens, et des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Mais vous êtes jusqu'à présent le seul. Des Sud-Africains. Vous êtes jusqu'à présent le seul antillais ou le seul haïtien? Je suis le seul haïtien. Il y a d'autres Antillais maintenant. Après, mais au départ, vous étiez le seul Antillais. Nous, Haïtiens, on ne se considère pas comme Antillais. Donc tout va bien. Je le dis sans aucun mépris pour les Antilles, mais nous, on est Haïtiens d'abord. Caribéens peut-être, mais Antillais, non. On va laisser ça aux Guadeloupéens et aux Martiniquais, qui sont les Antillais pour le coup pur jus et qui s'en réclament. Ce qui n'est pas notre cas. Bien que nous faisons partie des grandes Antilles. On va appeler ça comme ça. Ou sommes-nous des Américains aussi? C'est la géographie qui a décidé.
ce qui vous est arrivé avec France 24, c'est-à-dire être présentateur avec une chaîne qui engendre plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs, c'est le rêve de beaucoup d'Haïtiens qui travaillent en Haïti, dans les médias ou qui aspirent à faire la télé. C'est avoir beaucoup de chance, c'est un privilège ou c'est le résultat d'un travail assidu, d'un investissement, d'un savoir-faire aussi? C'est un peu les deux, en fait. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a une vocation quelconque dans le monde du journalisme. Ce que je sais, en revanche, c'est que j'adore ce métier-là. J'adore ce que je fais. Et je considère que c'est un privilège, effectivement, de pouvoir s'adresser à des centaines de millions de personnes dans le monde pour raconter ce qu'il se passe. Et d'où l'obligation de sérieux qu'on s'impose pour pouvoir être le plus objectif possible, le plus neutre possible. Et sachant que l'objectivité comme la neutralité, certains vous diront, et ils n'ont pas tort, qu'elle n'existe pas. En revanche, on ne peut pas se permettre d'être malhonnête. Voilà, on peut être honnête. On doit être honnête. On peut ne pas être neutre. Non, on peut ne pas pouvoir être objectif à 100%. On peut ne pas être neutre, on peut ne pas être objectif, mais on ne peut pas se permettre de ne pas être honnête. De ne pas être honnête. Et ça fait partie des guidelines, on va dire, que nous nous imposons. Et donc je considère qu'effectivement c'est un privilège de pouvoir raconter le monde, même si il y a un effet de saturation, parce que nos journaux, la plupart du temps, c'est que des mauvaises nouvelles. Et il y a même aujourd'hui des gens qui se font appeler les refusniks de l'info, donc qui détestent, qui ont même forgé un concept qui s'appelle l'infobésité. Il y a tellement d'infos en continu, partout, tout le temps, disponibles n'importe quand sur tous les supports traditionnels, la télé cathodique, mettons, qui est en voie de disparition, la télé numérique qui partout, arrive, et aussi tous les réseaux. On consomme la télévision comme on consomme absolument n'importe quel produit, à chaud, à froid, surgelé, n'importe. Et mais l'essentiel demeure, en fait, c'est ce privilège de pouvoir raconter le monde au monde. Et pour avoir ce privilège, pour avoir la chance de bénéficier de jouir de ce privilège, il faut être aussi un journaliste professionnel, c'est-à-dire avoir un parcours académique, connaître, maîtriser les rouages du métier. Oui, déjà aimer ce métier, c'est-à-dire savoir, vouloir s'intéresser a priori aux choses qui ne vous regardent pas. Parce que, bon, en vérité, moi, simple pêcheur, ce qui se passe au Népal, ce qui se passe en Afrique du Sud, mon premier réflexe, c'est de pouvoir me dire, bon, enfin, ça, c'est tellement loin, quoi, est-ce que c'est censé m'intéresser? Sauf que, et je pense avec d'autres que, et là, je vais faire quelque chose que je fais rarement, je vais citer quelqu'un, je ne me rappelle plus trop lequel, quelqu'un qui disait que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Donc, à partir du moment où ce sont des histoires humaines, et on ne peut pas se permettre de se sentir étranger par rapport à ça. Parce que la première matière même du journaliste, c'est l'humain. Si ça touche les gens, si ça touche les hommes, si ça touche les femmes, et il y a matière, pour le coup, et à traitement. Au travers, évidemment, de différents supports, le reportage, l'analyse, l'enquête, la satire et tous les genres journalistiques que l'on connaît. Donc, il faut effectivement maîtriser, comprendre et s'intéresser aux autres. Ok. Alors, on va peut-être faire une petite analyse ou lecture de la pratique du journalisme en Haïti, parce que depuis 2001, croyez-moi, ça a évolué. Et vous avez eu la chance aussi de visiter Haïti après le tremblement de terre. Vous êtes revenu récemment en 2012, je crois. Donc, vous avez une idée de la pratique, de comment ça se fait aujourd'hui. Et croyez-moi, c'est pas très beau. C'est pas très beau parce que vos confrères ici en Haïti, ils mélangent, comme on a souligné déjà à cette émission, ils mélangent les pinceaux. C'est-à-dire, j'ai vu ça, on a analysé ça avec Clarence Renoir sur ce plateau aussi, ben c'est à Port-au-Prince.
on écoute la radio, le présentateur annonce un reportage, et dans ce reportage, on trouve et inclure des commentaires, des analyses, alors que le reportage est censé être la restitution de faits, pas de commentaires, pas d'analyse, pas d'opinion. Donc, avec cette forme de pratique du journalisme, ça c'est un exemple très banal. S'il faisait que des commentaires, ça aurait été bien. Mais aussi, par exemple, on connaît des éditions de nouvelles à succès présentement où le journaliste, il fait à la fois, il présente le fait, l'information, il fait l'analyse du même coup, il fait des commentaires et il fait de l'humour aussi. Votre lecture de cette forme de pratique, cette forme de pratique va conduire à quoi? N'est-ce pas un risque pour qu'un jour on ait en Haïti, on n'ait plus de journalisme proprement dit? Ouais. Déjà, je ne suis en position de donner aucune leçon d'aucune sorte à qui que ce soit. Je n'ai pas de leçon de journalisme à donner à qui que ce soit. C'est chacun sa trajectoire, chacun son parcours, chacun son éthique surtout. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'obligation, peut-être pas d'objectivité, peut-être pas de neutralité, mais certainement d'honnêteté. Et il me semble que c'est fondamental qu'on ne mélange pas les gens. Et c'est pas pour rien qu'ils sont établis. Tout à l'heure, je parlais du reportage, de la satire, du billet et des autres gens que... Analyse, commentaire, éditorial. Que l'on explore, que l'on a su explorer, et que des gens aujourd'hui explorent l'enquête, etc. Donc, je ne pense pas qu'il faille mélanger les gens au risque de perturber le consommateur de l'information, le spectateur, l'auditeur, le lecteur ou l'internaute, au risque aussi qu'on enclenche une sorte de coupure, voire de désaveu de la part du journaliste ou de la journaliste. Et de ce point de vue, si j'avais un conseil à donner, sans donner de leçon, c'est que mes confrères se rappellent les fondamentaux. C'est qu'ils se rappellent les règles. Un reportage n'est pas une analyse et vice-versa. Évidemment, dans l'écriture, il y aura toujours une part de subjectivité. Je ne sais pas, on a une manifestation, il y a des gens qui viennent lancer des pierres. Si le journaliste dit des manifestants lancer des pierres, ou s'il dit des casseurs sont venus de la manifestation, ce n'est pas la même chose. Exactement. Il y a un parti pris, évidemment. Et, sauf que ce parti pris-là ne constitue pas une faute, en fait. Puisque de toute façon, le journaliste a sa lecture très subjective des événements qu'il est en train de couvrir. Donc, toute la difficulté, et je pense, réside dans le fait de savoir garder une certaine distance par rapport aux faits, de ne pas s'impliquer personnellement dans les événements, au risque de se perdre et de perdre son public. Donc, je pense que si mes confrères haïtiens se rappellent les fondamentaux, se rappellent les règles, il y a un ensemble de misères et de critiques qu'ils peuvent s'épargner. Oui, alors là, vous avez fait un peu de langue de bois. Ah non, ne voulant pas donner de leçons, vous n'avez pas voulu toucher je ne pense pas que la plaie du droit. Je disais qu'il faut que mes confrères fassent extrêmement attention aux règles, parce que nous ne sommes pas tout seuls. Il n'y a pas qu'une communauté haïtienne qui s'intéresserait uniquement à ce qu'on fait, ou qui s'en moque, ou qui s'en amuse. Il y a aussi ceux qui nous observent, et de plus en plus, qui regardent la façon dont le métier se pratique dans des pays comme le nôtre. Et je ne pense pas qu'il faille que nous soyons ridicules, en fait, aux yeux de confrères étrangers qui font le même métier. Et la plupart du temps, on est passé par les mêmes écoles. Pour ceux qui ont fait une école, évidemment, on n'est pas obligé d'en faire. Il faut se souvenir que ce truc a une importance fondamentale, ce métier-là de journaliste. Si ça continue comme ça,
avec des gens qui sont auto-centrés et tellement satisfaits d'eux-mêmes. Et, il y a un risque d'extinction d'une certaine race de journalistes en Haïti, ce qui serait extrêmement dommage. Pendant que vous en parlez, je me rappelle à plusieurs reprises avoir entendu un journaliste qui occupe pendant la mi-journée les ondes, tout le monde l'écoute et qui avançait des trucs et à la fin, qui disait, c'est moi-même qui dis ça, donc la référence, c'est lui et donc ça devrait suffire comme source. Donc lui signifiait source. Il y a pas mal, je pense, de compatriotes, de confrères qui sont tombés dans le piège du végétariat exacerbé. Ce qui est extrêmement dommage parce qu'au bout du compte, l'information, c'est pas le journaliste. La star, c'est pas le journaliste. C'est l'information. C'est l'information qui est la star. Il faut s'en souvenir et y avoir une certaine modestie, je pense. Il y a un autre problème majeur dans le journalisme en Haïti. C'est la question de la rémunération. Un journaliste d'expérience qui connaît, qui maîtrise les rouages du métier ou qui a un parcours académique. Par exemple, en Haïti, il y a eu récemment 2 promotions de master en journalisme que l'Université Quisqueya, en coopération avec l'école de journalisme à Paris, le CFPJ international, qui a formé d'excellents journalistes et qui est une école bien réputée, qui a une bonne réputation en termes de formation. On a eu 2 promotions de master en journalisme, mais maintenant, environ 24 journalistes ont été formés à travers ce programme. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a 8 ou même pas une dizaine de ces gens qui ont eu cette formation qui pratiquent le journalisme. Le pourquoi, les médias, après avoir eu cette formation, donc supposent aussi un salaire. Donc quand on a un master avec quelqu'un qui a passé 6 mois dans une école de journaliste à Port-au-Prince, on ne peut pas avoir le même salaire, on peut prétendre à un salaire plus important. Donc les médias, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils ne consentent pas à investir ces moyens pour avoir ces journalistes. Donc, on a une certaine déperdition de journalistes de qualité. Donc, l'excuse, on ne peut pas me payer, donc je vais travailler comme responsable de communication dans une institution publique ou comme responsable de relations publiques dans une boîte, une institution qui est dans les affaires, etc. Donc, ce qui renvoie à des journalistes très peu expérimentés ou bien qui n'ont aucun parcours académique et puis qui reproduisent cette forme de pratique. Donc la question de la rémunération est un problème majeur aussi. C'est un problème majeur et c'est un problème de société également. Et est-ce que les patrons haïtiens ont les moyens ou la volonté de payer correctement les confrères qui veulent bien faire autre chose que ce que font les compatriotes dont vous parlez tout à l'heure? Je ne sais pas. Et il faudrait essayer autant que faire se peut de changer de paradigme. Mais encore une fois, je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Merci Philomé Robert. C'était notre dernier invité pour notre tournée dans l'Hexagone. On a eu Monsieur Raoul Peck, ensuite Philomé Robert qui est présentateur des éditions de nouvelles sur France 24 en week-end. Il est un ancien journaliste de Radio Vision 2000. Il est parti le 28 décembre 2001. Il a laissé Haïti avec un billet aller simple, Port-au-Prince-Orly, suite à des menaces qu'il a reçues des partisans du pouvoir de l'époque. Avec lui, on a vu un peu son parcours du Limbé jusqu'à Meudon-la-Forêt. Et son parcours, il a expliqué. Il nous a pratiquement tout dit. Et en dernière partie, nous avons vu avec lui cette forme de mutation que connaît la pratique du journalisme en Haïti. Une mutation, il l'a souligné, qui pourrait déboucher sur la mort de ce métier en Haïti, la mort de la pratique du journalisme, avec des journalistes qui mélangent les pinceaux, avec des journalistes qui annoncent, qui donnent l'information, qui font des commentaires et qui font de l'humour en même temps, avec des journalistes aussi qui estiment être mal payés ou pas assez payés et qui délaissent, enfin les bons journalistes qui délaissent ce métier.
Donc, Robert Philomé, merci de nous avoir reçus dans votre salon à Meudon-la-Forêt. Et un dernier mot? Ben, merci à vous d'être venu jusqu'ici. Ça m'a fait plaisir de vous parler. J'espère que cette conversation sera utile à ceux qui souhaiteraient intégrer cette voie-là de la presse. Mais merci à tous ceux qui regardent la radio-télévision Caraïbe. À bientôt en Haïti, j'espère. À bientôt. Ouais, pour Livre en Folie, vous serez là pour Livre en Folie. Donc, l'exil au crépuscule sera disponible à cette édition de Livre en Folie cette année, en mai ou juin prochain. En juin prochain. Donc, rendez-vous en Haïti, au parc historique de la Canne à sucre avec Robert Philomé. Sinon,